Donc, deuxième partie de l'intervention, où là, je vais essayer d'être encore plus bref pour pouvoir laisser encore plus de temps aux échanges, qui va concerner cette fois-ci le financement de la campagne électorale. Le financement de la campagne électorale, c'est un petit peu plus automatique, un peu plus arithmétique, donc c'est un peu plus simple à saisir. Même chose sur le financement de la campagne électorale. La date qu'il faut garder en tête, c'est le 1er septembre prochain. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre prochain, la collectivité, il va falloir faire preuve d'une vigilance accrue concernant la collectivité sur l'utilisation des moyens financiers de la collectivité, les moyens personnels de la collectivité ou du matériel. L'article que vous devez garder en tête, vous le connaissez, c'est l'article L52-8 du Code électoral. L'article L52-8 du Code électoral énumère toute une série d'interdictions concernant le financement d'une campagne électorale et plus exactement, pour simplifier, il indique que une campagne électorale ou un candidat ne peut pas recevoir de manière directe ou indirecte une contribution, alors qu'elle soit financière, matérielle ou par des moyens humains, de la part d'une personne morale. Donc le financement d'une campagne électorale par une personne morale est interdit. Ceci vaut pour toutes les circonscriptions, que ce soit plus de 9000 habitants ou moins de 9000 habitants. Dans quelques minutes, on verra que les circonscriptions, les communes de plus de 9000 habitants ont une particularité, les candidats doivent tenir un compte de campagne, avoir un mandataire financier, mais cette interdiction qui est posée par L52-8 vaut pour toutes les élections. Donc, interdiction de financement d'une campagne électorale par une personne morale, ça suppose de savoir ce qu'est une personne morale. Alors, entendez par là les sociétés, les syndicats, les associations loi 1901, les entreprises, les collectivités territoriales, tout établissement public, tout établissement privé. Donc, un restaurant qui mettrait gratuitement à disposition une salle pour organiser une réunion électorale, c'est une contribution indirecte ou directe à une campagne électorale. Donc voilà, c'est ça une personne morale. Ça, c'est le principe. D'où la conséquence, c'est que si vous avez par exemple un maire ou un élu, un candidat qui va utiliser un local de la mairie, pas une salle municipale, mais un local de la mairie pour faire des réunions électorales, pour parler de la stratégie, s'il va utiliser les imprimantes de la collectivité, ou s'il y a des adresses mail de la collectivité qui vont être utilisées par les collaborateurs du cabinet ou par les élus, ceci, c'est un financement illégal d'une campagne électorale. D'accord ? Je simplifie. L'exception concerne les partis politiques. Seuls les partis politiques, comme vous le savez, peuvent financer une campagne électorale, sont les seules personnes morales, d'où l'intérêt parfois d'avoir ce qu'on appelle un micro-parti. Alors, très brièvement, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur ce point-là, ce n'est pas l'objet de la soirée, un micro-parti politique, il n'y a absolument aucune différence entre un micro-parti et un parti politique. Légalement, c'est la même chose. C'est une association qui dispose d'un mandataire financier ou d'une association de financement, qui s'appelle donc un parti politique et qui peut financer une campagne électorale, que ce soit Renaissance ou, je ne sais pas moi, LFI ou que sais-je encore, ou des associations, des partis très locaux comme comité de soutien pour Monsieur Untel. Vous avez en France à peu près 400-450 partis politiques. Sur ces 400 à 450 partis politiques, il y en a peut-être qu'une vingtaine qui sont vraiment connus. Tous les autres sont des petits partis politiques locaux qui servent à appuyer la campagne électorale d'un candidat. Donc ceci pour vous dire que les campagnes électorales ne peuvent être financées que par un parti politique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une réglementation également des dons. Ça, vous le savez, ça vaut également pour toutes les communes. Les dons sont plafonnés à 4 600 €. Le donateur doit être de nationalité française ou résider en France. Et tous les dons supérieurs à 150 € doivent obligatoirement être effectués par chèque. Le financement d'une campagne électorale par les colistiers, les colistiers ne peuvent pas se faire de dons, c'est considéré comme un apport personnel, donc il faut être vigilant sur ce point-là. Et ensuite, toutes les règles que l'on vient de voir, si elles ne sont pas respectées, sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin, et pour le coup, peu importe là, cette fois-ci, l'écart de voix. Donc si vous avez un financement illégal d'une campagne électorale, vous pouvez tout à fait obtenir l'annulation du scrutin indépendamment de l'écart de voix. Donc risque, c'est l'annulation, et une peine d'inéligibilité de 3 années. Ça, c'est le premier point sur le financement d'une campagne électorale. Je reviendrai dans les détails, je pense, à travers les questions que vous me poserez pour vous donner des cas beaucoup plus concrets. Il y a une particularité ensuite concernant le financement des campagnes électorales sur les communes de plus de 9000 habitants. Comme vous le savez, dans les communes de plus de 9000 habitants, il y a 3 particularités. Première particularité,
Monsieur le Président a commencé à en parler, c'est la nécessité d'avoir un mandataire financier. Je vais en parler dans quelques minutes. Deuxième particularité, c'est le respect du plafond des dépenses électorales. Ça, c'est quelque chose de primordial parce que si vous dépassez ce plafond, et le risque, c'est que votre compte de campagne soit rejeté et qu'ensuite, outre l'absence de remboursement des dépenses électorales, vous soyez considéré comme inéligible. Et ensuite, c'est tenir un compte de campagne. Je vais y revenir dans quelques minutes. Alors tout d'abord, concernant le mandataire financier, vous le savez, il peut prendre deux formes, soit une personne physique, soit une association de financement. Pour les élections municipales, il ne faut pas se casser la tête avec une association de financement. Vous désignez un mandataire financier, personne physique. Il y a certaines incompatibilités. Le mandataire financier ne peut pas être colistier, il ne peut pas être l'expert comptable qui va contrôler votre compte de campagne. Donc, il ne peut pas être également le mandataire financier d'une autre liste. Donc ça, il faut être vigilant sur ce point. Sur la date de déclaration du mandataire financier, comme cela a été dit, il peut être déclaré dès maintenant. La date limite, c'est l'expiration du dépôt des candidatures. Et sur ce point-là, il faut être vigilant, ça a déjà été évoqué, mais ne tardez pas trop à déclarer votre mandataire financier parce qu'il y a une période incompressible entre le moment où on déclare le mandataire financier et le moment où le mandataire financier pourra obtenir les instruments bancaires pour régler les dépenses électorales. Et ce qu'il faut savoir, et ça, j'ai examiné la jurisprudence et la doctrine de la commission des comptes de campagne, ça fait partie des cas les plus fréquents de rejet d'un compte de campagne. C'est que vous avez des candidats qui vont un petit peu tarder à déclarer le mandataire financier, qui sont déjà en campagne électorale. Et à partir du moment où le mandataire est déclaré, le candidat ne peut plus régler directement les dépenses électorales. Donc si le candidat règle directement des dépenses électorales alors que le mandataire financier a été déclaré, ce sera considéré comme une irrégularité quand bien même le mandataire financier n'avait pas les instruments bancaires. Donc, vous serez forcément bloqué pendant cette période incompressible. Il y a juste une exception. L'exception, c'est que le candidat peut régler ce que l'on appelle les menus dépenses, alors qu'un mandataire financier a été déclaré. Le pourcentage qui est retenu, c'est que ces menus dépenses doivent représenter maximum 10% du montant total des dépenses et 3% du plafond des dépenses électorales autorisées. Donc vraiment, il faut être vigilant sur ce point et d'où la démarche du président de faire en sorte que l'obtention d'un compte bancaire soit obtenue le plus rapidement possible parce que c'est une vraie difficulté. Et comme ça a été dit, les banques ne veulent pas de ces comptes de mandataires financiers parce que ça ne les intéresse pas et ça les ennuie. Donc ne tardez pas trop. Et ensuite, sur le plafond des dépenses électorales, alors c'est fixé par un arrêté du préfet en fonction du nombre d'habitants. Sur ce point-là, comme vous le savez, vos dépenses électorales sont plafonnées. Si jamais vous dépassez ce plafond, il y a un risque très élevé de rejet de votre compte de campagne avec une double sanction possible. Première sanction, c'est que vous ne serez pas remboursé de vos dépenses électorales si ce rejet est confirmé dans l'hypothèse où vous feriez un recours, par exemple. Et deuxième chose, il y a un risque d'inéligibilité. Donc imaginez vous êtes élu et votre compte de campagne est rejeté pour ce motif-là, vous risquez de tout perdre. Donc la petite préconisation que vous connaissez sans doute déjà, c'est de ne pas exploiter pleinement le plafond de vos dépenses électorales et de toujours vous aménager une marge. Alors après c'est selon, de 10 à 15%. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du contrôle de votre compte de campagne par la commission des comptes de campagne, alors je la connais assez bien parce que j'ai travaillé dans cette commission pendant 4 années, eh bien quand la commission va examiner vos comptes de campagne, que va-t-elle faire ? Elle va regarder si la dépense en question, c'est une dépense électorale ou pas. Je reviendrai dans quelques minutes sur ce qu'est une dépense électorale. Et si vous avez oublié de mettre une dépense électorale, et ça peut arriver en toute bonne foi, que va faire la commission ? Elle va réintégrer dans votre compte la dépense en question. Imaginons que vous êtes à, 100 ou 200 euros du plafond de vos dépenses électorales et la commission réintègre 300, 400 ou 500 euros, parfois ça va vite, eh bien, votre compte de campagne va être dépassé. C'est ce qui s'était passé à une échelle évidemment différente pour le compte de campagne de Nicolas Sarkozy, où la commission avait réintégré des dépenses électorales et ensuite, il y a eu un dépassement du plafond. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on entend par dépenses électorales ? Puisque c'est ça, le compte de campagne. Le compte de campagne est le mandataire financier. J'aurais dû le préciser. Comme vous le savez, le mandataire financier, son rôle, c'est de collecter les recettes et de régler les dépenses. Et le compte de campagne doit recenser justement toutes ces recettes et toutes ces dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dépenses électorales ? Parce que parfois, c'est un petit peu fluctuant. Vous avez 3 critères qui sont retenus par la commission. Premier critère, c'est la date. C'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont engagées avant le 1er septembre,
en principe, n'ont pas à figurer dans le compte de campagne. Exception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand la dépense est engagée avant, mais qu'elle produit des effets, après le 1er septembre. Premier critère, la date. Deuxième critère, il est géographique, c'est la circonscription. C'est-à-dire que les dépenses doivent concerner le territoire de la commune. Il y a quelques exceptions, si par exemple vous faites un déplacement pour une réunion électorale commune à plusieurs candidats. Deuxième critère, donc, c'est le critère géographique. Et enfin, le troisième critère, qui est le plus complexe, c'est la finalité. C'est-à-dire que la dépense doit avoir servi à collecter des suffrages ou collecter des voix. Donc, il faut démontrer que si vous avez mis cette dépense dans le compte de campagne, c'est parce que vous estimez qu'elle vous a aidé à collecter des voix. Parfois, ce qu'on considère comme utile pour collecter des voix, la commission ne le retient pas. Je pense par exemple aux frais d'habillage, de coiffure, de maquillage. Objectivement, quelqu'un qui est bien habillé et qui est peut-être mieux apprêté, ça peut donner envie de voter pour lui. La commission considère que ce n'est pas une dépense électorale. Les déjeuners ou les repas entre le candidat et l'équipe de campagne ou entre les colistiers, ce n'est pas considéré comme une dépense électorale. Alors, dans le doute, parce que vous n'allez pas appeler forcément l'ALO, vous n'allez pas appeler votre avocat à chaque fois, dans le doute, mettez la dépense dans votre compte de campagne, parce qu'au pire, si jamais vous mettez dans votre compte de campagne une dépense qui n'est pas une dépense électorale, au pire, la commission va retirer cette dépense. C'est mieux de faire cela. Alors, c'est vrai que ça peut vous handicaper parce que vous allez mettre plus de dépenses que prévu et vous pensez approcher le plafond alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est peut-être mieux de faire cela plutôt que d'omettre une dépense et que la commission considère ensuite que votre compte est insincère. Toujours sur le sujet du financement, et je terminerai sur ce point-là, pour ne pas être trop long, sur la tenue du compte de campagne, quelques conseils que vous connaissez, que vous appliquez sans doute déjà. Faites des points réguliers avec votre mandataire financier pour savoir s'il dispose de toutes les pièces. N'attendez pas la fin de la campagne pour lui communiquer. Après, la fréquence, ça dépend. Ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, c'est bien. Première chose. Deuxième chose, un compte de campagne, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais tenu, c'est simple. En vérité, vous avez une page recettes, une page dépenses et vous avez des rubriques pour les recettes et les dépenses. Mais vous faites comme une comptabilité. Vous mettez autant de chemises que de rubriques sur les fournitures de matériel, dépenses de communication. Et chaque fois que vous avez une facture, ou que le mandataire financier a une facture, il la glisse dans la chemise en question. Et ça rend ensuite la tenue du compte de campagne beaucoup plus simple. Respectez également les délais. Au plus tard, c'est avant 18h, le 10e vendredi qui suit le premier tour du scrutin. Un compte de campagne déposé hors délai ne serait-ce qu'une heure plus tard, sauf à démontrer qu'il y a eu un dysfonctionnement auprès des services postaux ou un cas de force majeure, votre compte de campagne sera rejeté. Et que pourrais-je dire de plus, que j'approche des 15 minutes et que je vais dans ce cas-là peut-être privilégier l'échange entre nous pour répondre à vos questions. Merci Jean-Christophe pour cet exposé clair et brillantissime. Alors, des questions, c'est ouvert. Allez. Alors moi, il y en a 3 du coup. Quand on fait des vidéos avec nos moyens personnels, même pendant la campagne, comment on les comptabilise? Est-ce qu'on doit les comptabiliser déjà? C'est-à-dire que c'est notre téléphone, c'est notre ordinateur qui va faire le montage et... Oui. Alors, si c'est ponctuel, vous n'allez pas le valoriser, mais si ce sont des vidéos qui vous font économiser une dépense, ou qui sont caractéristiques, mais vous allez les valoriser selon les tarifs du marché. Donc, il va falloir à peu près à la louche les valoriser comme des concours en nature. Et c'est comme ça que vous allez faire. Après, sur l'utilisation d'un ordinateur, d'une imprimante ou d'un téléphone portable, là, ça va être au prorata de l'utilisation. Donc, il va falloir essayer de faire un chiffrage qui soit crédible. Je n'ai pas beaucoup plus de conseils à vous donner. Sinon, vous pouvez toujours demander un devis à un prestataire pour voir un petit peu sur la conception d'un site internet, à combien est-ce que ça se chiffre, pour que vous puissiez ensuite le valoriser. Mais voilà ce qu'il faut faire. Et évitez également d'utiliser les moyens d'une association ou d'utiliser le site internet d'une association également à des fins électorales. Parce que ça, c'est considéré également, il y a un risque d'irrégularité très élevé. J'ai été confronté à cette situation-là. Ah oui, exactement. Peut-être qu'il va pouvoir nous répondre aussi peut-être pour la formation demain, du coup, le coût que ça moyen, éventuellement. J'avais 2 autres questions. Si on fait nos tracts avec un graphiste, mais ce graphiste est étudiant, donc il ne peut pas monter une société, lui, de ce côté-là, pour facturer. Il est étudiant, il ne peut pas facturer. Donc, du coup, il fait ça bénévolement pour son plaisir. Quelqu'un de proche que j'ai. Comment ça se passe? Ça se comptabilise pareil? C'est ça, c'est la même chose. En fait, il faut comparer 2 choses.
La première, si c'est un militant, c'est bénévole et c'est pas vraiment professionnel et ça engage pas des dépenses importantes, vous n'allez pas le valoriser. En revanche, si c'est en effet un travail qui est comparable à celui d'un professionnel, ça serait facile sinon de contourner la règle en utilisant des personnes qui ne peuvent pas déposer, qui n'ont pas de SIRET ou qui ne peuvent pas tenir une entreprise et leur faire des tâches qui permettent d'économiser des prestations délivrées normalement par un professionnel. Donc il faudra le valoriser. Oui, parce que le risque, sinon, c'est que vous allez être interrogé par la commission des comptes de campagne qui va dire, voilà, vous aviez tel site, vous avez diffusé tel tract, et cette dépense ne figure pas dans le compte. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la raison pour laquelle... D'accord. Et j'ai pas compris, en vrai, les coalitions ne peuvent pas financer. Oui. Donc, Ah oui, non. Non, c'est peut-être... J'ai sans doute voulu aller trop vite et donc manquer de clarté. Un colistier peut bien évidemment financer une campagne électorale, sera considéré comme un apport personnel, mais ça ne peut pas être considéré comme un don qui est déductible sur le plan fiscal. Voilà. Éventuellement, avant d'être colistier, donc entre le 1er septembre et le moment où vous déclarez votre liste, il peut faire un don, déductible des impôts. En revanche, dès que vous déposez la liste, il est considéré comme colistier. Et si on veut rentrer encore plus dans la subtilité, pour les conjoints d'un colistier, ils ou elles peuvent faire un don, ça ne pose aucune difficulté, à la condition que le don n'émane pas du compte joint du couple, mais du compte personnel. Alors parfois ça peut paraître une évidence, mais on a encore de nombreux cas où c'est rejeté par la commission. Alors, sur les colistiers, tant qu'ils ne sont pas déclarés, donc ça peut être un don, mais on n'est pas obligé de donner le reçu fiscal tout de suite. On peut attendre. Parce que pour un colistier, un don, d'accord, c'est bien, mais il n'y a que 66% de réduction d'impôt. Et il faut plutôt voir après, peut-être en fin de campagne, si on ne fait pas un prêt. Si ça ne peut pas être considéré comme un prêt et qui à ce moment-là sera remboursable à 100%. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une gestion fine avec le mandataire financier et pas forcément se précipiter pour délivrer le reçu fiscal. Parce qu'une fois qu'on a donné le reçu fiscal du carnet à souche, c'est fini, c'est irréversible. Autre question ? Oui, merci. En fait, j'avais une remarque et une question. La question, vous venez d'y répondre, ça concernait le conjoint qui donnait sa contribution, à condition que ce soit un compte au nom du conjoint, hein, on est bien d'accord. La remarque, c'était concernant les micro-partis. Les micro-partis, ça nécessite également que les comptes soient validés par un commissaire aux comptes. Donc, ce qu'on peut gagner au travers de la création d'un micro-parti avec des contributions toutes les années par des militants, on risque de le dépenser en dépenses avec l'expert comptable, en payant le commissaire aux comptes pour le valider. Je veux dire, c'est pas forcément un gain extraordinaire pour une campagne. Je partage totalement votre observation. Alors, quand j'ai un peu plus de temps, j'évoque l'avantage et l'inconvénient du micro-parti. Alors, il y a une petite évolution dans la législation, puisque je crois que le seuil, c'est en dessous de 280 000 euros ou 300 000 euros. Les comptes du parti ne doivent plus être approuvés, certifiés par 2 commissaires aux comptes, mais par un seul commissaire aux comptes. Je dirais l'inconvénient, en effet, c'est qu'il y a énormément de formalités administratives qui s'appliquent aux micro-partis. Chaque année, ils doivent faire certifier ses comptes et les faire approuver par la commission des comptes de campagne. Ça a un coût, certes. Donc ça, on va dire, c'est l'inconvénient. L'avantage, en revanche, c'est que si vous avez un micro-parti depuis plusieurs années, vous avez votre petite structure qui vous permet d'être indépendant et de financer la campagne électorale. Alors, si je devais faire un bilan coût-avantage sur l'utilisation d'un micro-parti. Et puis, il faut aller chercher des financements, il faut aller chercher des dons. Hein. Et on ne peut aller chercher que des dons de personnes physiques pour alimenter le micro-parti. Autre question ? Oui. J'ai une question. Il se trouve qu'on a des jeunes qui voudraient faire un stage avec notre équipe, notamment des jeunes qui sont étudiants en communication. Jusqu'à quand on peut les prendre ? Parce que pour l'instant, on a une association, mais vous dites qu'il n'y a qu'un micro-parti, mais quel véhicule prendre pour mettre ces jeunes ? Alors, si je comprends votre question, vous avez une association actuellement, c'est ça ? Donc, quel est l'objet de cette association ? C'est promouvoir justement... Votre candidature ? Oui, la candidature. D'accord. Bon, alors, cette association qui va promouvoir votre candidature
à partir du 1er septembre prochain, il va falloir qu'elle arrête de promouvoir votre candidature. Sinon, ça va être le soutien d'une personne morale illégale à une campagne électorale. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que rien n'interdit à des militants ou à des jeunes bénévoles de vous soutenir, d'aller faire du collage d'affiches ou de distribuer des tracts. Ça, c'est pas une difficulté. Mais il ne faudra pas que ce soit en tant que membres de l'association qu'ils viendront vous soutenir. Et après, il y a le cas, parce que forcément, là, je vous fais Là, ce sont de jeunes étudiants. Il y a une convention de stage. Il y a une convention de stage, oui. Donc des stagiaires d'une association qui viendraient soutenir votre campagne électorale, ça commence à être un petit peu litigieux. Et après, c'est ce que je vous disais, le droit électoral est infiniment plus subtil. On peut un petit peu jouer sur le fait que, imaginons, moi, je crée une association sur le territoire de votre commune, et puis je lance une campagne de communication pour vous aider. Ça ne peut pas être imputé à votre compte de campagne à partir du moment où on ne démontre pas que c'est vous qui avez engagé la dépense. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'un tiers va faire, par exemple. Donc, si on devait vraiment manigancer, en quelque sorte, il faudrait s'y prendre 1 an à l'avance. C'est-à-dire que cette association, vous la rendez pleinement indépendante de vous-même, et ensuite, pendant la période électorale, elle va vous soutenir par des actions de communication. Et on démontrera que ça n'est pas de votre fait, et que vous n'aviez rien demandé à ces jeunes qui viennent vous soutenir. Mais là, comme vous m'exposez la situation, prenez-les dans l'association jusqu'au 1er septembre prochain. Et à partir du 1er septembre, ils peuvent rester dans l'association, mais il va falloir vraiment que l'association et vous, ça soit complètement séparé et elle ne pourra pas soutenir votre campagne électorale. Voilà. D'accord, donc on peut les garder que jusqu'à septembre, ces jeunes. C'est ça. Soyez très prudents avec les associations. Hein. Non. À partir du 1er septembre, il faut arrêter, mais alors impérativement. Hein. Si vous avez une association dont l'objet, ce serait association politique, vous pouvez avoir une association loi 1901 qui vise à créer du lien, et même, je veux dire, imaginons, vous avez une association qui indique l'objet est de promouvoir les idées sociales ou de créer du lien entre les électeurs. Donc on pourrait dire que c'est un objet politique, mais ça reste une association loi 1901. Donc ce n'est pas un parti politique, donc ça ne peut pas soutenir, elle ne peut pas soutenir une campagne. Voilà. Ça, il faut vraiment être extrêmement vigilant. Alors, j'ai une particularité. Moi, j'ai créé une association récemment, en mois de mars, qui avait pour but la promotion culturelle et le lien entre les citoyens. Entre l'actualité de la municipalité et les élections arrivant, l'ensemble de cette association a dit, bon, on ne reste pas là, on passe effectivement un engagement pour passer sur présenter une liste électorale. On doit transformer les statuts de cette association pour en faire une association pour la liste électorale. Quels sont tous les travers, tous les pièges que je peux avoir là-dessus? Est-ce qu'il faut que je la dise seule et puis est-ce qu'il faut que je refasse une nouvelle? En même temps que je répondais à madame et que vous parliez, je me disais oui, j'ai oublié un point, je sais quel point que j'avais oublié. En fait, ces associations, alors déjà, cette association, elle ne va pas soutenir votre campagne électorale, vous n'allez pas transformer les statuts pour que ce soit une association électorale, ça n'est pas possible, elle ne peut pas soutenir votre campagne. Mais, sauf si vous la transformez dans ce cas-là en micro-parti. Et ça, c'est possible. Voilà. N'importe quelle association, vous pouvez la transformer en micro-parti, c'est très simple, vous allez déclarer un mandataire financier personne physique en préfecture, où vous allez écrire à la commission des comptes de campagne pour déclarer une association de financement. Et à partir du moment où vous avez transformé cette association loi 1901 en parti politique, ce parti politique pourra vous soutenir. Mais, vous basculez après dans un autre régime où là, il va falloir faire certifier les comptes de ce micro-parti par 1 ou 2 commissaires aux comptes. C'est extrêmement lourd. Et sauf alors à m'en parler, parce que je ne sais pas, cette association aurait, 50 000, 60 énormément d'argent, un budget suffisant. Si ce n'est pas le cas, ça n'en vaut absolument pas la peine. C'est trop tard. Oui, beaucoup trop tard. Il faut prendre un mandataire financier et c'est tout. C'est ça. Oui. Vous n'êtes pas obligé de la dissoudre. Hein. Elle est inactive, point. Elle n'intervient pas dans la campagne. Exactement. C'est bon. Oui, petite question là justement concernant les associations. Sur notre commune, on a un centre socio-culturel et compagnie. Et dans la convention d'objectifs qui a été validée, qui est financée en partie par la municipalité, en partie par l'intercommunalité et en partie par la CAF, ils ont choisi dans cette convention d'objectifs de faire des questionnaires à leurs adhérents
et interroger les différents candidats des différentes listes sur différentes communes. Est-ce que ça peut rentrer dans ce genre de choses ou pas, parce qu'il y a du financement public, et indirectement, ils vont interroger les candidats sur la vie de la commune, etc. Est-ce que ça peut être considéré comme un financement indirect ou autre, ou pas? Puisqu'en plus, il y a quelques petites polémiques dans cette association avec les conseils, avec le conseil d'administration. A priori qu'une association qui soit financée... Alors, le fait, c'est qu'elle est financée, elle a un financement public, ça c'est problématique. Mais qu'en soit une association interroge des candidats sur leur programme ou sur ce qu'ils envisagent de présenter, ça ne pose pas de difficulté. En revanche, vous voyez, je n'ai pas réponse à tout. Le fait que l'association bénéficie d'un financement public, ça me semble problématique. Alors dans ce cas-là, je raisonne un peu intuitivement, je dirais tout dépendra de la communication qui est faite. Est-ce que tous les candidats ont été interrogés de la même manière? Est-ce que les réponses ont été traitées de la même manière? Et peut-être qu'à partir du moment où c'est le cas, ça ne poserait pas de difficulté. Tout dépend aussi de l'utilisation qui sera faite de ces questionnaires. Est-ce que ça pourrait éventuellement bénéficier à la municipalité? Oui, c'est ces petites choses-là qu'il faudrait creuser pour que je puisse... Enfin, voilà un petit peu les choses sur lesquelles il faudrait être vigilant pour voir si c'est légal ou pas. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous faire une réponse beaucoup plus précise. Voilà. Merci. Alors, une petite dernière, parce que... Voilà. Une question à laquelle je puisse répondre. Comme ça, qu'on finisse sur une positive. Ça, vous allez certainement savoir répondre, mais ça rebondit par rapport à la question d'avant de l'association. On a une association qui est fortement financée par la commune et qui pose justement des questions aux candidats, c'est ce que j'ai vécu en 2020, en expliquant qu'on veut détruire l'association pour faire une communication négative. Donc, est-ce que le simple fait qu'il questionne comme ça et qui est, sans même qu'on ait répondu, est-ce qu'on peut utiliser ça comme un argument de contentieux ? Alors, il faudrait démontrer dans ce cas-là, soit que cette action de l'association sur le plan de la communication est susceptible de fausser la sincérité du scrutin ou d'influencer les électeurs, première hypothèse. Deuxième hypothèse, que cette association contribue par son action à la campagne électorale de candidats. Et là, on serait sur un financement indirect d'une campagne électorale ou direct par une personne morale. Elle recrute des électeurs pour les mettre sur la liste. Elle recrute des électeurs pour la mettre sur la liste. C'est quand même... C'est électoral, hein, pour une liste. Non. Alors, dans ce cas-là, c'est plus une association, en théorie, voilà, qui serait citoyenne, qui aurait un objet civique pour favoriser l'inscription sur les listes électorales. Si c'est vraiment ça, non, a priori, ça pose pas de difficulté. Je dis a priori. C'est ça. Ça. Bien. Alors, un immense merci à Maître Jean-Christophe. Voilà, vous avez vu son talent, un petit aperçu de son talent. Parce qu'il a géré beaucoup de contentieux électoraux comme avocat jusqu'au Conseil constitutionnel. Voilà, donc des tribunaux administratifs et Conseil constitutionnel et bien sûr Commission des comptes de campagne. Parfois, on est dans une phase de pré-contentieuse avec la commission des comptes. Voilà, et je vous signale, je l'avais déjà fait, mais je le refais, que Maître Ménard est co-auteur d'un fascicule qui s'appelle « L'essentiel du droit électoral » aux éditions Quolino. Et c'est un petit fascicule très pratique, un petit format très pratique, qui ne coûte que 17 € et où vous avez beaucoup de... Oui, c'est vraiment... Voilà, c'est pas une grosse dépense et c'est très pratique parce qu'on peut toujours l'avoir dans la poche quand on se pose une question. Et de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions sur ces sujets-là dans la foire aux questions de la communauté des élus à Hello. Voilà, merci beaucoup pour ce débat très animé. Merci beaucoup, Maître Ménard. Merci beaucoup.